Je crois que la plupart de nos adhérents vous connaissent, plus ou moins bien. Ils vous connaîtront encore mieux quand on aura mené cette conversation, dont le point de départ est la sortie de votre dernier ouvrage, La tyrannie fiscale, qui vient de paraître. Oui. C'est sorti au mois de janvier, donc ça fait moins de 2 mois. Absolument. Publié chez Odile Jacob, un excellent éditeur. Vous avez déjà publié plusieurs bouquins chez cet éditeur. Ah oui, absolument. Et alors ce bouquin-là, il s'appelle La tyrannie fiscale. Alors est-ce que la tyrannie fiscale, c'est un titre d'actualité? Est-ce que c'est un titre qui a un rapport avec l'actualité? Est-ce que vous auriez intitulé ce bouquin de la même façon si vous l'aviez écrit il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans? Alors, je crois que ça s'applique bien à la période actuelle parce que nous sommes dans une situation où on peut considérer que l'État nous tyrannise, ou si vous voulez, pour le prendre autrement, on peut dire que nous sommes, pour la plupart, et pour certains encore davantage, des esclaves fiscaux. Et les esclaves fiscaux, ils ont un maître qui est un tyran. Donc ça s'applique particulièrement à cette situation. Mais je crois qu'il faut quand même aller au-delà. Et l'un des objectifs de mon livre, précisément, c'est de donner matière à réflexion sur le problème important de l'impôt. Parce que ce qui me frappe beaucoup, c'est que les politiques fiscales relèvent d'une espèce de bricolage sans aucune perspective. Or, les questions fiscales sont des questions à la fois importantes et difficiles. Et donc, il me paraît essentiel de comprendre ce qui se passe. Et alors, de ce point de vue-là, je serais tenté de dire que tout impôt est tyrannique. Tout impôt est tyrannique en ce sens qu'il ne faut pas l'oublier, l'impôt est imposé. C'est l'entrée de la contrainte dans les rapports humains, l'impôt. Et donc, par principe, on devrait être réticent à l'égard de l'impôt, et puis éventuellement se dire est-ce qu'il n'y a pas des circonstances où l'impôt peut être indispensable, permettre de résoudre certains problèmes. Mais alors qu'on a de manière générale le préjugé inverse, à savoir que on pense que l'impôt c'est bon, indispensable, etc. Je crois qu'il faut partir de cette idée de départ. L'impôt, c'est quand même a priori quelque chose de critiquable, de malfaisant, parce que c'est la contrainte. Donc il est toujours tyrannique, mais il est évidemment d'autant plus tyrannique. Il est plus ou moins, bien sûr. Plus ou moins. Et en France, actuellement, il l'est particulièrement. Alors, nous sommes quand même un des pays où les prélèvements obligatoires sont les plus importants dans le monde. Bien sûr, il faut le rappeler. Alors vous voulez non seulement supprimer l'impôt progressif, mais vous voulez vous proposer de façon urgente la suppression des droits de succession. Oui, et il y a de ce point de vue-là, je crois, une justification économique et une justification morale. La justification économique, disons utilitariste, c'est le fait que l'existence des droits de succession modifie le comportement d'un certain nombre de gens. Par exemple, ceux qui s'exilent à l'étranger pour ne pas avoir à payer des droits de succession qui sont parfois extrêmement élevés en France. Avec d'ailleurs un rendement qui est relativement faible par rapport à l'importance des taux dans certains cas. Mais la raison me paraît surtout être une raison d'ordre moral. À savoir que, là encore, la pensée dominante consiste à dire c'est pas juste que différentes personnes héritent de manière différente. Alors ceux qui sont des héritiers d'un patrimoine important, il est normal, il est juste de les imposer. Mais je crois qu'on a tort de se placer du point de vue de l'héritier. Il faut se placer du point de vue du propriétaire du patrimoine. C'est lui qui a fait pendant toute sa vie un effort d'accumulation du capital pour des motifs qui lui sont propres, que l'État ne connaît pas, bien sûr. C'est peut-être justement parce qu'il veut léguer à ses enfants ou léguer à une organisation charitable, scientifique, etc. Et on punit celui qui a fait l'effort d'accumuler du capital, parce qu'il faut toujours faire un effort bien sûr. Pour épargner. Au lieu de consommer, au lieu d'avoir de satisfaction immédiate, on met de côté des ressources pour les accumuler. Donc on punit celui qui a fait cet effort par rapport à celui qui ne l'a pas fait. Et parce qu'un individu décède, tout d'un coup on considère qu'on a le droit de s'emparer de ce qu'il a légitimement possédé. Et on ne peut pas défendre le droit de propriété, qui est la condition même de la liberté, en mutilant comme ça un trajet personnel. Parce que je crois que c'est une des caractéristiques des êtres humains qu'il faut respecter, à savoir que
ils planifient leur vie, mais ils planifient même au-delà de leur vie. Et ils ont envie de se continuer au-delà de leur vie. Et par exemple, léguer un patrimoine familial auquel sont attachés des souvenirs, des valeurs, etc., ça a un sens. Bien sûr. Et je ne vois pas au nom de quoi, tout d'un coup, ce qui a été le résultat des efforts de toute une vie deviendrait propriété de l'État. C'est donc une spoliation absolument injustifiée. Pascal Salin, est-ce qu'on peut ajouter que dans un système où il n'y aurait pas de droit de succession, les héritiers seraient libres de refuser leur héritage? Ah, mais évidemment. Et donc, ce n'est pas un enrichissement forcé. Absolument, absolument, bien sûr. Et une autre remarque qu'on peut faire aussi à ce sujet, c'est qu'il est évident que les parents lèguent à leurs enfants un capital humain sous forme de manière de se comporter, de relations sociales éventuellement, etc. Bon, et ça, c'est pas imposé parce que c'est pas mesurable. Alors, donc, on crée aussi une inégalité de ce point de vue-là entre un individu qui lègue à ses enfants un capital humain pour des raisons qui lui sont spécifiques, et un autre qui lègue essentiellement un capital matériel. On impose plus l'un que l'autre. Donc on crée des inégalités de ce point de vue-là. Et de manière générale, d'ailleurs, la fiscalité, elle est une insertion dans les projets humains, elle bouleverse les projets humains, et c'est une des raisons aussi d'être hostile à une fiscalité trop élevée. Alors ça renvoie à des idées que vous développez à la fin de votre ouvrage, mais au milieu de votre bouquin, après avoir critiqué, dénoncé et argumenté sur les impôts que vous trouvez les plus néfastes, vous faites une proposition et vous proposez un impôt général sur la consommation, un impôt final sur la consommation. Et donc, voilà Pascal Salin qui propose un nouvel impôt. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est parce qu'on peut plutôt l'interpréter comme une modification de l'assiette de ce qui est actuellement l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que si bien évidemment on tient à conserver un impôt personnel pour des raisons que nous avons discutées tout à l'heure, je préférerais que ça soit ce qu'on peut appeler l'impôt sur la dépense globale plutôt que l'impôt sur le revenu. Alors, je m'en explique en deux mots. Ce qui me paraît frappant, entre autres choses, dans le système fiscal français, et d'ailleurs dans le système fiscal de la plupart des pays, c'est qu'il y a une surtaxation du capital. Alors, cela tient bien sûr au fait qu'il y a un certain nombre d'impôts qui frappent de manière spécifique le capital. C'est l'ISF, c'est sur les droits de succession, les droits de mutation, etc., etc. Mais il y a aussi ce fait que lorsqu'un individu perçoit un revenu, une année par exemple, il peut soit consommer ce revenu, soit l'épargner ou en épargner une partie. Et la partie qui est consommée, par définition, elle est détruite, puisque la consommation consiste à détruire les ressources, elle ne pourra plus jamais être taxée. La partie qui est épargnée, elle repart dans le circuit productif en quelque sorte, et elle est à l'origine de richesses nouvelles. Et donc, la proposition que je fais consiste à surseoir à l'impôt aussi longtemps que les ressources restent dans le circuit productif. Comment faire cela? Eh bien, tout simplement en donnant aux contribuables la latitude de soustraire de l'assiette de leur impôt personnel annuel, de ce qu'on appelle actuellement l'impôt sur le revenu, de soustraire la partie qui est épargnée. Et alors, bien entendu, ultérieurement, les rendements de cette épargne seront taxés à condition qu'ils soient consommés. Mais s'ils sont à nouveau épargnés, eh bien, on va surseoir à l'impôt continuellement jusqu'à ce qu'il y ait finalement un acte de consommation. Et donc, pratiquement, ça serait un impôt déclaratif. Ça serait un impôt déclaratif, absolument. C'est une latitude qu'on laisse aux contribuables. Assimilable à l'actuel impôt sur le revenu. Voilà. Sauf que les bases de calcul seraient très différentes. Voilà, on déclarerait son revenu comme on le fait, mais si on le désire, mais ça serait une simple liberté qu'on laisserait aux contribuables. Si le contribuable le désire, eh bien, il pourrait soustraire des revenus ainsi déclarés la partie qu'il a épargnée. Et je suis persuadé que si on faisait ainsi, on aurait une augmentation du taux d'épargne. Alors, ça implique évidemment aussi de revenir sur le rôle de l'épargne, parce que c'est un autre de ces malheureux tabous que nous avons à notre époque, de manière générale, le tabou sur lequel il faut stimuler la consommation pour assurer la relance économique.
C'est une idée inspirée, bien évidemment, de la théorie keynésienne. De funestes économistes. Voilà, qui est une idée extrêmement dangereuse. Parce que comme... et contraire à tous les principes économiques absolument. antérieurs et éternels. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans investissement, il n'y a pas d'investissement sans épargne. Pour qu'il puisse y avoir croissance, il faut que les gens acceptent de faire des sacrifices de consommation pour épargner et accumuler du capital. Et donc, plus l'épargne est élevée, plus le taux de croissance est élevé. Et bon, un exemple tout à fait frappant, c'est celui de la Chine, où depuis des décennies, le taux d'épargne est supérieur à 40%. Et c'est la raison pour laquelle la Chine a un taux de croissance considérable. Alors, on prétend que c'est une croissance tirée par les exportations. Non, ce n'est pas une croissance tirée par les exportations, par la demande. C'est une croissance qui est tirée par l'épargne et l'accumulation de capital. Donc, si on appliquait ce genre de réforme, si en même temps on supprimait l'ISF, les droits de succession, eh bien, je suis persuadé qu'on aurait un taux d'épargne plus élevé et qu'on aurait un taux de croissance beaucoup plus élevé dont tout le monde bénéficierait, car c'est l'intérêt de tout le monde qu'on ait un taux de croissance élevé. Et pour compléter ce tableau, il faudrait d'ailleurs aussi passer d'un système de retraite par répartition à un système de retraite par capitalisation. Vous le développez aussi à la fin dans votre... Oui. Dans l'annexe qui ne fait que quelques pages, mais qui est très intéressante. Mais je voudrais encore vous poser 2-3 questions sur les différents chapitres de votre ouvrage. On ne peut pas aborder tous les thèmes que vous abordez, et notamment, j'aurais voulu vous interroger sur le chapitre que vous consacrez au transfert, sous l'intitulé « Choisir sa vie oui. ». Choisir librement sa vie et ne pas se la faire imposer par la collectivité que l'État prétend représenter, exprimer. Mais ensuite, vous avez un chapitre sur l'harmonie fiscale européenne. Oui. Hein, et j'ai trouvé très intéressant que vous défendiez en quelque sorte, vous défendez l'harmonie fiscale européenne à condition qu'elle soit spontanée. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le... Oui. Parce que nos adhérents, les gens qui suivent nos publications, seront très intéressés par ce sujet. Oui, je crois que c'est significatif que vous ayez utilisé ce terme d'harmonie, parce que la simple utilisation de ce terme a quelque chose de positif. On pense à l'harmonie européenne, etc. En réalité, ce n'est pas l'harmonie qui en résulte, parce que, de manière générale, je crois que la concurrence est quelque chose qui est important, car la concurrence, c'est quelque chose qui incite à faire mieux que les autres. Être en concurrence, c'est avoir la liberté d'agir par soi-même. Eh bien, ce principe de l'utilité de la stimulation de la concurrence, il faut l'appliquer absolument à tous les domaines de l'activité humaine et, par exemple, à la fiscalité. Il est préférable d'avoir des systèmes fiscaux en concurrence, qu'on voit précisément quels sont les meilleurs, plutôt que d'essayer d'harmoniser. On devrait peut-être parler d'ailleurs de standardisation. Peut-être que ça paraîtrait moins souhaitable si on parlait de standardisation, car c'est bien de ça qu'il s'agit. Dans un pays comme la France, qui a une fiscalité extrêmement élevée, eh bien, il a peur de la concurrence fiscale. Les gouvernements ont peur de la concurrence fiscale. Et donc, ils essayent d'exporter à l'extérieur les défauts du système français et d'avoir à l'échelle européenne un système fiscal qui soit aussi spoliateur. Et c'est une des raisons pour lesquelles il me semble qu'il faut lutter contre l'harmonisation fiscale, parce qu'il y a beaucoup de risques qu'elle se fasse vers le haut et non pas vers le bas. Parce que les gouvernements qui sont les plus motivés pour harmoniser les impôts, ce sont précisément ceux qui ont peur de la concurrence fiscale. Et donc, ils mettent tout leur poids pour aboutir à une harmonisation, une convergence vers leur système, au besoin en donnant des contreparties dans d'autres domaines, même bien évidemment, n'est-ce pas? Mais les processus de négociation est comme cela. Et donc, il y a le risque qu'on ait une fiscalité à l'échelle européenne qui soit aussi tyrannique, pour reprendre ce terme, que la fiscalité française. Alors, le chapitre 12, qui est le dernier chapitre de votre bouquin, s'intitule « L'impôt peut-il être consenti ?»
Vous y croyez, vous, au consentement Non. C'est une grande fiction. Alors je sais bien qu'historiquement, l'origine des parlements, c'est le consentement à l'impôt. Et il est évident qu'on fait peut-être un petit progrès si au lieu d'avoir un système totalement tyrannique, il est un petit peu atténué par le parlementarisme. Mais le consentement à l'impôt consiste en général à considérer que l'impôt est légitime à partir du moment où il est adopté par les représentants du peuple. Mais c'est une grande fiction. C'est une grande fiction parce que le consentement, ça ne peut guère être qu'une chose individuelle. C'est un individu qui peut consentir. Mais malheureusement, la mentalité collectiviste de notre époque amène à utiliser des concepts abstraits collectivistes. Le peuple décide, etc. D'abord, ce n'est pas le peuple, ce sont ses représentants. Alors on élit pour 5 ans, par exemple, des représentants auxquels on donne tout pouvoir de décider à la place du peuple, précisément. Et de toute façon, ils sont élus que par une majorité et non pas à l'unanimité, ce qui fait quand même une différence considérable. Et on en voit les conséquences. L'impôt progressif dont nous parlions tout à l'heure, je crois que s'il existe, c'est justement parce qu'on peut toujours trouver une majorité susceptible de spolier une minorité. Dans la mesure où chacun a une voix pour les élections, c'est l'intérêt des hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, de spolier un petit nombre de gens. C'est aussi l'histoire de l'ISF. Et c'est aussi l'histoire de l'ISF, bien entendu. Qu'on a vu se développer sous nos yeux. Il est très clair qu'il n'y a pas de consentement à l'impôt. Il y a le consentement de la part des spoliateurs, évidemment, mais ce n'est pas un consentement. Celui qui spolie, il est évidemment d'accord pour spolier. Mais les spoliés ne sont pas d'accord. Et donc c'est une grande fiction que de parler de consentement à l'impôt. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut toujours chercher à diminuer la part de l'État, ce qui est financé par l'impôt, et donc la dépense publique. Alors, je crois fondamental de bien comprendre les mécanismes économiques et de se fonder sur les principes. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai voulu faire un livre qui dépasse de très loin l'actualité. Mais il est important justement de voir comment les principes en question peuvent permettre d'arriver à des propositions applicables. Alors, ces propositions que vous venez de rappeler, elles me paraissent réalistes. Je souhaiterais qu'un gouvernement les mette en œuvre. Et je crois que le président ou le gouvernement qui ferait ce type de réforme, il entrerait dans l'histoire. Parce que c'est véritablement la rupture dont on a besoin actuellement, avec aussi des ruptures réglementaires. Bien évidemment, dans ce livre, je n'ai pas parlé de la réglementation, qui est un autre volet considérable de l'action étatique. Mais je pense qu'on aurait des conséquences extrêmement satisfaisantes d'une réforme de ce genre, avec une croissance beaucoup plus élevée, un taux de chômage beaucoup plus faible, etc. Ceci dit, la difficulté, c'est toujours la transition. Lorsqu'on est allé trop loin dans la destruction d'une société, eh bien, c'est difficile de revenir en arrière parce qu'il y a des intérêts acquis, parce qu'il y a des adaptations à faire, etc. Et c'est pourquoi la réponse des individus à une réforme fiscale comme celle que j'évoque ne peut pas être immédiate, bien évidemment. Il faut un petit délai. Et comme vous le rappeliez, ceci implique évidemment que éventuellement, pendant un temps limité, ça peut être 2 ans, 3 ans, on ait un déficit plus important parce que les taux d'impôt ont diminué ou certains impôts ont disparu, mais on n'a pas eu encore le temps que l'assiette des impôts augmente, que la prospérité se généralise. Et donc, ça signifie un déficit public un peu plus important, mais je considère que dans ce cas-là, c'est le meilleur investissement que l'État puisse faire. Une entreprise qui investit et qui emprunte pour cela, on peut dire qu'elle a un déficit, donc elle emprunte, que l'État emprunte pour financer la réforme la plus productive qu'il puisse faire, qui est la réforme fiscale, eh bien cela me paraît justifié. Donc il ne faut pas se focaliser sur le déficit de manière trop mécanique, mais voir ce qu'il recouvre. Le déficit que nous avons est un déficit dramatique. Il a servi à financer des dépenses courantes, des achats électoraux, etc. Mais un déficit qui consisterait à financer une réforme fiscale de ce genre pendant 2 ou 3 ans, eh bien, c'est un déficit tout à fait justifié. On a l'exemple, entre autres,
de la réforme fiscale qui a été faite par Ronald Reagan. Il a diminué d'une manière considérable les taux de l'impôt progressif. Il y a eu, pendant 2 ou 3 ans, une diminution des recettes fiscales de l'impôt sur le revenu. Et puis ensuite, on a retrouvé le niveau antérieur et après, on l'a dépassé. Donc, il ne faut pas tellement de temps, finalement, pour qu'une réforme fiscale très marquée ait des conséquences favorables. Très bien, Pascal Salin, on va s'arrêter là cet entretien, parce que pour nous aussi, le temps imparti est limité. Je préciserai simplement que d'autres sujets sont abordés dans votre ouvrage. J'aurais voulu vous interroger sur d'autres points, notamment sur le rôle central que joue dans le système économique actuel qui fonctionne si mal le système financier et monétaire que vous dénoncez avec aussi beaucoup de pertinence, mais je laisse à nos auditeurs, nos amis de contribuables associés, le soin de découvrir les points qui n'ont pas été abordés dans ce court entretien, dans le dernier ouvrage de Pascal Salin.